Bonjour Elias, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Elias, tu es écrivain, tu es chercheur associé à l'IRIS. Et si je t'ai invité, c'est parce que tu t'intéresses particulièrement au Sénégal et que la situation au Sénégal est particulièrement compliquée. C'est un euphémisme que de le dire. Le 25 février prochain devait avoir lieu l'élection présidentielle, mais le 3 février, Macky Sall, l'actuel président de la République, a décidé de la reporter sine die, enfin en gros de l'annuler pour l'instant, on peut pas dire autre chose. L'opposition qui est emmenée par Ousmane Sonko du PASTEF a dénoncé un coup d'État institutionnel. Est-ce que tu qualifierais ce qui s'est passé le 3 février de coup d'État institutionnel? Ah oui, c'est une tentation en fait avec le contexte sous-régional qui a été marqué par des agitations au Mali, au Burkina, au Niger, avec l'intervention de ces putschistes ou de ces juntes militaires. Il y a, oui, cette tentation d'appeler ça un coup d'État. Mais je pense que le terme est parfaitement recevable parce que ce qui s'est produit au Sénégal vient couronner ou parachever 2 ou 3 ans de rebondissements, de cascades politiques, et c'est vrai que ça a été une surprise totale. Quand on dévie le calendrier électoral sans consulter au préalable le Conseil constitutionnel avec ce coup de force, oui, il est parfaitement légitime d'appeler ce qui s'est passé coup d'État institutionnel, tout en essayant de le greffer d'une certaine manière à l'actualité sous-régionale où on a vu justement ce qu'on a appelé premièrement la malédiction des troisièmes mandats, ces tentations de rempiler, et là on le fait avec justement des textes constitutionnels. Donc je pense que le terme, je ne l'emploierai pas personnellement parce que je pense qu'il faut toujours avoir de la nuance, la complexité et surtout de la précision. Tout mélanger, ça participe à un confusionnisme, mais le terme dans le contexte actuel peut avoir un écho qui est légitime. On va revenir sur le contexte régional dont tu parles, mais d'abord un mot sur tu as répondu à une interview pour l'Iris, et dedans tu es revenu sur ce que tu as appelé plus ou moins un poncif un peu éculé, qui serait que le Sénégal serait le pays le plus démocratique de l'Afrique de l'Ouest. Tu dis c'est pas tout à fait vrai, enfin c'est un peu bancal, c'est l'adjectif que tu utilises. Euh, Est-ce que on doit aussi chercher dans ce coup d'État institutionnel des racines dans justement le caractère bancal de cette démocratie? C'est-à-dire que, en gros, l'achèvement démocratique du Sénégal n'étant pas absolument parfait, évidemment, au moment où il y a des tensions au niveau régional, ben, ça bascule du côté de l'autoritarisme. Oui, parfaitement. Je pense que les signes avant-coureurs étaient là. Et dans ce cadre-là, moi, je suis avec, on n'était pas nombreux certes, des marathoniens de cette idée qui était un peu rabat-joie dans le contexte. Dire que la démocratie sénégalaise est de basse intensité, qu'elle est électorale, procédurale, qu'elle n'est pas assez installée dans les partis, dans les institutions, dans le champ économique, social, et que c'est pas un fait finalement total. Oui, ça nous classait volontiers dans la catégorie des déclinistes d'une certaine manière. Mais c'est une évidence. Et donc cette évidence, c'est d'ailleurs la comprendre dans le temps long, dans le cycle long historiquement. C'est-à-dire, il y a eu toujours dans la scène politique sénégalaise une inclination vers la violence. Alors, elle n'est pas assez documentée à l'étranger parce que le travail très très paresseux des journalistes avait, d'une certaine manière, trouvé une vitrine en Afrique, et dans le chaos, sortir l'îlot sénégalais, c'est une forme de bonne nouvelle qui exonérait beaucoup de journalistes de faire véritablement leur travail. Concilié à une forme de roman national aussi porté par le Sénégal et surtout par les dirigeants qui vendaient leur pays comme étant une forme de vitrine circuler, il n'y a rien à voir. Ici, tout se passe bien par rapport au voisinage. Oui, on a là les deux mamelles qui ont nourri ce récit-là, d'une certaine manière, sur l'îlot démocratique sénégalais. Quand on remonte à très très loin, en 1963, les premières élections qui ont lieu, qui vont porter Léopold Sédar Senghor au pouvoir, Après l'indépendance. après l'indépendance, ce sont des élections qui ont été contestées. Une fraude massive a été notée. Il y a eu plusieurs morts, des dizaines de morts et puis des centaines de blessés dans une agitation qui était une agitation originelle d'une certaine manière,
d'une forme de démocratie qui a été, dès ses origines, une démocratie faite de carences structurelles. Pour autant, si je puis me permettre, Oui. la démocratie, même si tu dis qu'elle est de basse intensité, sénégalaise, elle a plus de 60 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 60 ans pour que de basse intensité, elle n'arrive pas à devenir une démocratie de haute intensité, si je puis me permettre? Oui, cette basse intensité est restée en toile de fond d'une certaine manière, et puis les coups plus ou moins mortels que lui ont porté les différentes alternances ont réduit encore une fois l'intensité. Parce qu'après 63, il y a eu 68. Les débordements de 68 dans Dakar, dans les capitales africaines, ont aussi occasionné justement tellement de rebondissements dans la scène politique sénégalaise qu'il y a eu beaucoup de répressions très très violentes du parti de Senghor qui était encore au pouvoir. D'ailleurs, il y a eu des crimes politiques qui ont été documentés. Omar Blondin Diop, par exemple, qui a été tué dans les geôles de Senghor. On a eu aussi, en 93, le président du Conseil constitutionnel qui a été assassiné. En 88, on a eu une année blanche, ainsi de suite. En 2011, Abdoulaye Wade, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas voulu partir après ces 2 mandats. Il y a eu aussi des morts. C'est à ce moment-là d'ailleurs que la Vigie citoyenne, ce mouvement qui est devenu mondialement réputé, Y en a marre, qui a incarné cette force de la jeunesse qui a dit non, a vu le jour. Donc on l'a vu aussi en 2019, lors des élections, on l'a vu. Donc c'est pourquoi c'est une toile de fond. C'est une toile de fond. La violence est toujours consubstantielle de ce cheminement politique au Sénégal. Et c'est vrai que l'actuel pouvoir à industrialiser d'une certaine manière les coups portés à cette démocratie. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui est aussi un invariant dans la scène politique sénégalaise, c'est que le pouvoir exécutif s'est toujours immiscé dans le pouvoir judiciaire. Qu'il s'agisse de Senghor avec Mamadou Dia, qu'il s'agisse d'Abdoulaye Wade avec Idrissa Seck, qui était son premier ministre, qu'il s'agisse de Macky Sall actuellement, et c'est plusieurs de ses opposants, l'ancien maire de Dakar, l'ex-dauphin du PDS, aujourd'hui allié de circonstance, jusqu'à Ousmane Sonko, que tu as mentionné au début de l'entretien. Oui, il y a toujours eu un usage politique de la justice pour abattre des candidats qui sont des candidats de l'opposition pour faire court. Donc cette démocratie-là, avec d'une certaine manière la propagande étatique assez bien huilée et puis la paresse à l'extérieur pour l'auditer véritablement, voir son contenu, qu'est-ce que ça a donné? Ça a installé les Sénégalais dans une certaine forme de passivité en considérant que les lauriers étaient acquis, définitifs, alors que ces graines de démocratie devaient être entretenues justement pour la consolidation. Alors, je ne suis pas en train de dire non plus que la démocratie sénégalaise est complètement nulle, non avenue et qu'elle est faite que de carences. C'est juste montrer qu'il y a des défaillances structurelles, mais on peut se prévaloir d'acquis qui sont légitimes, sur lesquels il fallait construire quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, il y a les acquis. Tu as parlé de la violence. C'est vrai que là, depuis le 3 février, il y a eu plusieurs dizaines de morts, plusieurs centaines de blessés. Ce week-end, là, le 10-11 février, a été particulièrement sanglant. On voit, pour le coup, c'est le travail des journalistes, puisque moi je n'ai accès qu'à ça, et aussi aux réseaux sociaux d'ailleurs. On voit que c'est la jeunesse est particulièrement mobilisée. Est-ce que toi, tu as foi dans les demandes, dans les revendications de cette jeunesse? Est-ce que tu penses qu'il peut se passer quelque chose de positif à l'issue de cette mobilisation? Oh, je le souhaite. Je le souhaite. Je voudrais qu'il y ait justement un embrasement collectif, une forme de fièvre démocratique qui puisse embraser toutes les couches de la société et que ça puisse montrer l'appétit justement pour la démocratie, l'appétit pour la transition, l'appétit pour la paix. Mais c'est pas tout à fait garanti. Donc il faut travailler à ce qu'il y ait une forme d'unité, d'un corps social uni avec un objectif commun. Et ça, c'est vrai que c'est pas encore le cas. Alors, la jeunesse a toujours été active au Sénégal dans la contestation. Cela tient du profil démographique déjà du pays, mais aussi du fait que la jeunesse a toujours été engagée politiquement. Et cette jeunesse, elle a d'autant plus envie aujourd'hui de s'engager qu'elle s'est trouvée en champion. Alors, de façon incontestable, Ousmane Sonko est apparu avec une aura politique auprès de la jeunesse qui était très très forte. Donc la jeunesse a adhéré
à son projet, et il n'est pas usurpé de dire finalement qu'Ousmane Sonko est le candidat de la jeunesse. Attends, mais qu'est-ce qu'il leur a proposé? Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, il est devenu leur candidat? Oui, cela tient à beaucoup de choses. Il y a une affinité générationnelle déjà. Il y a aussi autre chose. Ousmane Sonko a réussi, je crois, c'est une hypothèse que j'avance, à décomplexifier le langage politique, à le rendre beaucoup plus accessible. Son usage de la langue sénégalaise, la langue Wolof, un usage très pédagogique, parcimonieux d'une certaine manière, a pu établir un degré de confiance et de connexion avec la jeunesse. Autre chose, une partie de son offre politique est basée sur sa probité morale, qu'il a mis en avant d'une certaine manière. Et quand on met bout à bout tout cela, et puis le fait qu'il est aussi un candidat dégagiste, un candidat anti-système, revendiqué, et qu'il a envie de tourner la page justement de cette forme d'oligopole qui régnait sur le Sénégal, a pu susciter justement l'intérêt, voire l'adhésion d'une jeunesse qui a été longtemps sacrifiée, d'une jeunesse qui est candidate à l'exil meurtrier très, très souvent vers l'Occident. Et donc, ils ont trouvé leur champion. Dans ces meetings, quand on fait l'étude sociologique de ces meetings, on voit la coloration justement du public qui est très, très jeune, mais surtout, on sent une énergie. On sent une énergie, on voit des jeunes, parfois très, très jeunes, qui n'ont même pas l'âge de voter, qui sont en train de courir derrière ces cortèges-là. Il y a des chants à sa gloire, et donc il y a une forte adhésion. Et il a réussi à capter cela, et ça c'est son mérite sans doute qui est complètement incontestable. Et c'est pourquoi cette jeunesse-là, aujourd'hui, avec l'espoir que son champion arrive au pouvoir, est au cœur de la contestation qui se passe au Sénégal. Donc il y a une part qui est aussi une part d'une certaine manière structurelle, c'est-à-dire la jeunesse a toujours été, jadis dans le Parti démocratique sénégalais, jadis dans l'Alliance pour la République qui est au pouvoir actuellement, la jeunesse a toujours été au cœur de la politique qui se faisait. On atteint peut-être un degré d'intensité un peu plus fort avec Ousmane Sonko parce que c'est sa cible et parce qu'il y a le contexte mondial de manière générale. Les discours anti-élite portent, les discours anti-système portent et il est devenu le véhicule de ces espoirs-là. Mais il serait, je crois, très simplificateur, exactement, simplificateur d'attribuer sa popularité uniquement à la région de la jeunesse. Je pense aussi qu'il est l'objet de l'espoir de beaucoup de déçus du régime, d'autres aussi qui ont d'autres agendas pour en découdre avec un système dit libéral, avec un système affilié à tort ou à raison aux puissances coloniales comme la France, ainsi de suite. Donc il arrive à capter la diversité à la fois de ces profils et de ces énergies-là, mais il restera à savoir s'il pourra transformer l'essai, parce que s'il est crédité de scores très très honorables et qu'il a été troisième du dernier scrutin présidentiel, la traduction de cette popularité en vote n'est pas un élément mécanique. Il faut l'inscription sur les listes électorales, il faut battre campagne, et il le fait avec quand même un appareil au pouvoir, une administration qui part souvent avec une avance. Donc rien n'est acquis, mais il jouit incontestablement d'une popularité qui est peut-être sans précédent. Je lisais dans un journal de Ouagadougou qui s'appelle Le Pays, je crois, que là, dans les jours qui viennent de s'écouler, Macky Sall, pour essayer de répondre à la colère qui est quand même en train de se structurer et pour éviter que ça devienne encore plus un bain de sang que ça ne l'est déjà, semblait vouloir composer, y compris avec l'opposition, y compris avec Ousmane Sonko. Est-ce que tu penses que c'est envisageable qu'il puisse y avoir une espèce de réconciliation et de sortie par le haut de la crise profonde dans laquelle le pays est en train d'entrer? Si on fait de la politique fiction, tout est possible. Aujourd'hui, Macky Sall est acculé. Il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. C'est-à-dire, à l'intérieur même de la majorité, il n'y a pas une forme d'adhésion folle à ce coup de force, à ce coup d'État institutionnel, comme on l'expliquait au début. Donc, il dégaine une carte qui est celle du dialogue national, une carte qui peut être opérationnelle sur certains, qui peut avoir une certaine forme de valeur, ou en tout cas qui peut séduire certains, mais il me semble très très difficile
d'imaginer une réconciliation après tant d'animosité, tant de luttes aussi féroces, qui a été une lutte d'abord entre deux hommes et puis de leur base politique aussi. Donc après, les thérapies, d'une certaine manière, de sortie de crise, n'empruntent pas toujours uniquement dans le champ politique. Ils peuvent emprunter au champ culturel. Et l'esprit de concorde, l'esprit de consensus sont des choses qui sont assez importantes très très souvent dans les pays africains, et notamment au Sénégal. Donc il y a des forces morales qui vont jouer, il y a des forces religieuses qui vont jouer, ainsi de suite. Et cette modalité-là est une modalité importante. Elle, d'ailleurs, complète la superposition des crises qu'on a. Une crise sociale, une crise démocratique, une crise institutionnelle, une crise aussi culturelle, une crise des valeurs. Et avec une rupture générationnelle. Quand on met tout ça bout à bout, on ne voit pas comment le dialogue peut aboutir à une forme de concorde très très inclusive. Si dialogue il y a eu d'ailleurs il y a quelques mois au Sénégal, ça n'a pas été inclusif, ça a été une opération de séduction du pouvoir en donnant quelques miettes à des partis de l'opposition. Et ça n'a pas eu d'effet d'ailleurs d'apaisement dans le contexte. Il me paraît très très difficile, en me basant sur les déclarations justement des lieutenants de Ousmane Sonko, de voir comment, après ce qui s'est passé, il peut y avoir un dialogue, d'autant plus que Ousmane Sonko est dans une position de force aujourd'hui. C'est-à-dire, il a d'une certaine manière l'opinion avec lui, et que celui qui est acculé, accablé aujourd'hui par les critiques, c'est Macky Sall. Il a intérêt à dialoguer, les autres n'ont pas intérêt à dialoguer. Tout dépendra justement des intercesseurs, de ces forces morales, religieuses, de la capacité à faire consensus ou pas, de l'énergie qu'il y a dans la colère, et puis de l'essoufflement peut-être des rues qui ont beaucoup donné. Tu l'as rappelé au début, cette violence-là, les morts du 10 et du 11 février, mais surtout les morts de mars 2021 et de juin 2023, qu'on chiffre à plus de 50 victimes, et c'est un décompte sans doute partiel. Donc il faudra prendre tout ça en considération pour essayer de voir si ce dialogue peut aboutir à quelque chose. Pour l'instant, je trouve que l'horizon est très ennuagé. J'aimerais qu'on revienne, tu as parlé des médiations, tu as mentionné la question religieuse. C'est vrai que le Sénégal est un pays qui est à 95% musulman. Est-ce que des personnalités, quel rôle pourraient jouer les instances islamiques? Je pense notamment au calife des générales des Mourides, qui a quand même un rôle qui est très important. Est-ce que lui, il pourrait un peu se chauffer pour essayer de jouer les médiateurs, de dire bon, essayer d'apaiser la situation? Est-ce que l'islam a intérêt ou est déjà rentré partiellement en politique au Sénégal? Oui, alors l'islam a un poids considérable. Les références morales, comme je les appelle, ont toujours eu un rôle dans la régulation politique. Tous les pouvoirs politiques sénégalais ont composé justement avec les chefs des confréries, qu'il s'agisse de Senghor, qu'il s'agisse d'Abdou Diouf, qu'il s'agisse d'Abdoulaye Wade, qu'il s'agisse d'une certaine manière aussi de Macky Sall. C'est-à-dire la paix sociale et la paix politique se négocient aussi en haut lieu dans ces fiefs religieux. Maintenant, est-ce qu'ils vont réagir? Ils ne sont jamais dans l'initiative, ils sont sollicités. Et très très souvent, c'est le pouvoir politique qui essaie justement de mener la discussion, et ils ne sont pas dans une forme d'énergie contestatrice, parce qu'ils sont dans la culture du consensus et dans la culture justement de la concorde nationale. Donc leur rôle est toujours là, mais historiquement, le rôle a toujours été plutôt du côté du pouvoir. Est-ce qu'on a vu une seule fois une cité religieuse prendre fait et cause pour une révolution, pour un opposant, inciter les gens à se rebeller ou en tout cas à utiliser leurs armes citoyennes? Ça, il faudrait chercher. Peut-être que ça a existé, mais moi, de mémoire récente ou ancienne, il ne me semble pas que c'était quelque chose qui a été vérifié. Donc, ça reste une donnée inconnue. D'autant plus que la jeunesse aujourd'hui, dans ses revendications, dans la radicalité du discours, appelle justement ces leaders religieux à avoir un discours de vérité, un discours factuel, même pas un discours de faveur, mais à pouvoir lire les situations en cours et de ne pas être une caution du pouvoir. Et donc, c'est très très complexe, parce qu'il y a une alliance. Très souvent, dans un schéma sénégalais, on parle de l'alliance entre le temporel et le spirituel.
que l'équilibre politique du Sénégal, culturel, social, aussi est fait justement de cette jonction-là entre cette légitimité institutionnelle et démocratique et cette légitimité religieuse et culturelle. Donc il y a cette dimension qui est complètement inconnue, mais ce qui semble émerger, alors que ces paroles des religieux sont souvent très très écoutées et suivies, on sent poindre pour une fois une certaine forme de défiance, voire de méfiance, des jeunes qui ne veulent plus que le pouvoir religieux serve de caution au pouvoir politique. Et donc là, on est dans une forme d'horizon, encore une fois, assez brumeux. On ne sait pas ce qu'il en sera. Est-ce qu'ils seront partie prenante du dialogue? Est-ce qu'ils vont l'aiguillonner d'une certaine manière, l'orienter? On ne le sait pas pour l'instant et on ne peut rien prédire à ce titre. Autre type de médiation possible, tu vas peut-être te moquer de moi, mais c'est l'Union africaine d'une part et d'autre part la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que eux, ils ont un moyen de faire pression au moins sur Macky Sall pour qu'il y ait une transition démocratique, enfin plutôt un maintien de la démocratie, d'un minimum de démocratie au Sénégal? Ou est-ce que genre, je délire complètement et c'est pas leur sujet? Ces instances panafricaines et sous-régionales ont ruiné un peu le capital très maigre du crédit qu'ils avaient sur les épisodes nigériens, maliens et burkinabés. Et puis la sortie avec fracas de ces États de la CEDEAO, et puis les critiques très très vives dont elle fait l'objet, réduisent ces marges de manœuvre aussi. Alors les tentatives seront toujours formelles dans l'intention, parce que c'est la logique des choses qu'ils veulent ainsi, mais est-ce qu'ils pourront avoir un impact réel dans la transformation, justement? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, mais en tout cas, ils vont essayer. Ils ont, la CEDEAO, pour ne parler que d'elle, a émis un texte très très timide, d'une certaine manière, qui s'apparentait presque à un soutien déguisé pour l'entreprise de Macky Sall d'annuler l'élection de facto. Et donc ça a été très très mal perçu. Et pour une entité qui était déjà assez cadavéreuse d'une certaine manière et qui ne porte pas au niveau des jeunesses, c'est de se tirer un coup potentiellement irréversible dans le pied. Donc je ne pense pas que les ressources de la médiation puissent provenir de ces entités panafricaines et régionales. Mais je sais que le pouvoir sénégalais est très sensible à ce qui se dit à l'étranger, à ses partenaires économiques privilégiés, commerciaux, même si la France fait l'objet d'une grande défiance aujourd'hui, elle est aussi détentrice de la dette importante du Sénégal. D'une certaine manière, c'est un levier sur lequel on pourrait aussi jouer. On a vu les Américains très très offensifs, appelant, ça se joue à des calibrages de phrases près. Il faut faire des élections au plus vite, ramener l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. C'est les différences qu'il y a entre ce que dit la France et ce que disent les États-Unis d'une certaine manière. Mais ces petites différences sont notées parce qu'on scrute justement cette parole-là qui vient d'ailleurs, qui peut d'une certaine manière contraindre le pouvoir sur place à changer. Et donc, je pense que le pouvoir est beaucoup plus sensible à ce qui se dit à l'international par ces puissances-là que par les entités qui sont, je crois, essoufflées à l'intérieur du continent. Mais justement, c'était ma dernière question sur la France. J'ai pas très bien compris ce que tu as dit, parce que moi j'ai vu le communiqué du Quai d'Orsay que j'ai trouvé... j'ai pas compris en fait ce qu'il voulait dire. En fait, j'ai pas compris s'il condamnait la décision de Macky Sall du 3 février ou s'il disait bon, pourquoi pas, etc. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé qu'ils avaient pris énormément de pincettes pour ne pas condamner ce qui s'était passé le 3 février. Oui. Je crois que c'est ce que tu dis. Oui. Est-ce que tu penses que vu ce qui s'est passé depuis le 3 février, je crois qu'il n'y a pas eu de nouveau communiqué du Quai d'Orsay, est-ce que tu penses que la position de la France pourrait bouger en fait s'il y avait plus de morts, si la contestation s'intensifiait et dans ces cas-là, est-ce que ça pourrait faire bouger Macky Sall, le parti au pouvoir? Oui, la diplomatie française a émis un communiqué sur les réseaux sociaux en appelant à l'usage proportionné de la force, ce qui reste encore très aseptisé. Les communiqués de manière générale des États de la diplomatie sont très très aseptisés. Alors,
On peut le comprendre parce qu'il ne faut pas forcément s'ingérer dans les affaires d'un pays souverain au vu du passif. Mais c'est vrai qu'on a pris énormément de pincettes et qu'on a accrédité d'ailleurs les soupçons qui pèsent sur la proximité entre Macky Sall et Emmanuel Macron. Donc, on ne pouvait pas donner une meilleure aubaine aux détracteurs justement de cette proximité, qu'elle soit réelle ou pas. Les Américains, c'est ce que je voulais signaler. Ah oui, ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin et c'est juste une question d'une ou deux phrases d'une certaine manière, mais le fond reste le même parce que le contexte le veut, parce que le langage diplomatique d'une certaine manière le veut. Et puis on est dans des contextes où le vœu de souveraineté est tellement puissant que on condamnerait toute forme d'immixtion un peu trop prononcée dans les affaires d'un pays, dans un sens ou dans un autre. Donc c'est pourquoi on peut comprendre d'une certaine manière la réticence, voire d'une certaine manière toutes ces pincettes qui sont prises. Mais les marges de manœuvre de la France, de toute manière, en Afrique et même au Sénégal, qui a été un pays ami très très longtemps, ne sont pas si larges, si développées. Donc la France, d'une certaine manière... Moi, je suis allé regarder sur les réseaux sociaux et j'ai vu, alors c'est des citoyens et des citoyennes sénégalais et sénégalaises, hein, il parlait du rôle de la France en disant mais de toutes les façons Macky Sall et Macron ils sont ensemble, la France défendra toujours le pouvoir sénégalais, etc. Enfin tout ça c'est un peu fantasmé d'après toi? Oui, non, mais c'est pas que fantasmé parce que ces critiques là précèdent l'épisode que l'on connaît. C'est que quand on parle justement de proximité, depuis très très longtemps, on soupçonne justement cette proximité-là. Donc, il y a des relations privilégiées. D'ailleurs, des relations qu'il faut d'une certaine manière nuancer aussi. Il y a eu quelques graines de bisbilles d'une certaine manière entre Macky Sall, son gouvernement, qui a accusé la chaîne France 24 lors des événements de juin 2023 d'avoir une couverture qui était tendancieuse, très très proche de l'opposition. On a découvert après, ça a été dit dans la presse, dans Le Monde, que l'une des conseillères de Macron a rencontré Ousmane Sonko à Ziguinchor. Et ce qui avait justement un peu fissurer la vitrine d'une entente cordiale supposée entre Macky Sall et Macron. Il me semble qu'il y a une part de fantasme, une part de vérité, et puis il y a cette tentation à chaque fois de voir aussi la main de la France dans tout ce qui se passe dans le continent. Mais aujourd'hui, la décision de Macky Sall est une décision de Macky Sall, qui est motivée par des perspectives, par des réalités sénégalaises. Si la France a quelque chose à voir là-dedans, c'est peut-être la passivité de la condamnation et puis qu'elle ne montre pas qu'elle soutient assez clairement un processus constitutionnel, un rappel à l'ordre qui l'honorerait et qui pourrait d'une certaine manière tuer dans l'œuf tous ces soupçons qui sont dirigés contre elle. Merci beaucoup Elgas. Merci Pablo.